Lors de notre nuit de noces, mon mari a dit « Je suis fatigué ». Et nous n'avons pas couché ensemble. Mais à minuit, j'ai entendu des gémissements provenant de la chambre de ma belle-mère. La soie ivoire de ma robe cascadait derrière moi tel un clair de lune répandu, tandis que je remontais l'interminable allée. Chaque pas résonnait sous le plafond voûté de la cathédrale. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, projetant des fragments d'arc-en-ciel sur le sol en marbre. Des fragments qui semblaient danser et scintiller à chaque battement de cœur qui tonnait dans ma poitrine. La mélodie de l'orgue s'enflait autour de moi, mais tout ce que j'entendais, c'était le sang qui battait à mes oreilles alors que je regardais droit devant moi, vers Adrien. Il se tenait à l'autel, telle une sculpture issue d'un rêve de la Renaissance. Ses cheveux sombres captaient la lumière, ses yeux émeraudes fixés sur les miens avec une intensité qui faisait fléchir mes genoux. Le gris anthracite de son smoking contrastait parfaitement avec les roses blanches et le gypsophile qui ornait chaque banc, chaque pilier, chaque surface de ce moment parfait dont je rêvais depuis que j'étais une petite fille. « Tu es à couper le souffle, Sophia », me murmura mon père à côté de moi, sa voix chargée d'émotion alors qu'il me serrait le bras. Je sentais les larmes menacer de déborder de mon mascara soigneusement appliqué, mais je les retins. C'était censé être le plus beau jour de ma vie. L'aboutissement de 3 ans avec l'homme qui m'avait fait tourner la tête lors de ce gala de charité, qui m'avait demandé en mariage sous les étoiles sur la plage où nous avions échangé notre premier baiser, qui m'avait promis l'éternité avec une telle conviction que je n'avais jamais douté qu'il pensait chaque mot. Les invités se levèrent à notre passage, les visages rayonnants de joie, les mouchoirs tamponnant déjà les yeux, les appareils photos crépitant comme des éclairs capturés. J'aperçus ma mère au premier rang, les mains jointes sur son cœur, la fierté irradiant de chaque trait de son visage. Derrière elle était assise la mère d'Adrien, Diane, les lèvres esquissant ce qui aurait dû être un sourire, mais qui semblait en quelque sorte froid sur ses traits anguleux. Quelque chose vacilla dans ses yeux sombres lorsque nos regards se croisèrent, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer, mais qui envoya un frisson inattendu le long de ma colonne vertébrale malgré la chaleur de la cathédrale. « Ne sois pas ridicule », me réprimandai-je. C'est juste le trac. Le trac du jour du mariage. Tout est parfait. Mais en continuant vers Adrien, je remarquai Lucille debout parmi les demoiselles d'honneur, ses cheveux blonds platine brillant sous les lumières de la cathédrale. Ma meilleure amie depuis l'université, la femme qui m'avait aidé à choisir cette robe même, qui avait organisé mon enterrement de vie de jeune fille, qui avait été là à chaque moment de doute et chaque élan de joie tout au long de ses fiançailles. Elle aurait dû rayonner de bonheur pour moi, mais il y avait quelque chose dans son expression, une tension autour de ses yeux bleus, une crispation dans son sourire qui me noua l'estomac d'un malaise. « Arrête », ordonnai-je à mes pensées qui s'emballaient. « C'est le jour de ton mariage. Concentre-toi sur Adrien. Concentre-toi sur l'amour. Concentre-toi sur l'éternité. » Mon père plaça ma main dans celle d'Adrien, et la chaleur familière de son contact me stabilisa. Ses doigts étaient forts, confiants, mais je jurais avoir senti le plus léger tremblement les parcourir alors qu'ils se refermaient sur les miens. Quand je levai les yeux vers son visage, cherchant du réconfort, je vis ses yeux se diriger brièvement vers l'assemblée avant de se reposer sur moi. « Cher bien-aimé », commença le prêtre, sa voix portant à travers la cathédrale silencieuse. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour être témoins de l'union d'Adrien Michael Brown et de Sophia Rose Mitchell dans les saints liens du mariage. La cérémonie se déroula comme un conte de fées. Les vœux d'Adrien étaient de la poésie, des mots sur les âmes sœurs, le destin et un amour qui transcenderait le temps lui-même. Ma propre voix trembla en promettant de l'aimer dans la maladie et la santé, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le poids de ces mots s'installa autour de nous comme une bénédiction. Et lorsqu'il glissa l'alliance en platine à mon doigt, je me sentis complète d'une manière que je n'avais jamais imaginée possible. Vous pouvez embrasser la mariée. Les lèvres d'Adrien trouvèrent les miennes, douces, chaudes et parfaites, et la cathédrale éclata en applaudissements et en acclamations. Le riz et les pétales de rose pluivaient sur nous alors que nous flottions pratiquement en redescendant l'allée, mes mains en sécurité dans les siennes, mon cœur s'envolant avec la certitude absolue que j'étais la femme la plus chanceuse du monde. La réception fut un tourbillon de danse et de rires, de toasts au champagne et de discours remplis de larmes. Adrien me fit tournoyer sur la piste de danse sur notre chanson, At Last, d'Etta James, tandis que nos amis et notre famille nous regardaient avec des visages illuminés de joie. Chaque détail était parfait, des orchidées blanches en cascade qui ornaient chaque table au gâteau à cet étage qui semblait appartenir à un musée. Mais à mesure que la soirée avançait, je commençais à remarquer de petites choses qui venaient piquer mon euphorie comme de minuscules épines.
Le sourire d'Adrien semblait forcé pendant la danse père-fille que je partageais avec mon père, et il n'arrêtait pas de regarder sa montre quand il pensait que personne ne le regardait. Lorsque je croisai le regard de Lucille pendant le lancer du bouquet, qu'elle ne fit aucun effort pour attraper bien qu'étant célibataire, elle détourna rapidement les yeux, ses joues rougissant d'une manière qui n'avait rien à voir avec le champagne. Le plus troublant de tout était Diane, la mère d'Adrien, qui passa la majeure partie de la réception à chuchoter avec urgence à des parents que je ne reconnaissais pas, ses yeux sombres se tournant parfois vers Adrien et moi avec ce qui ressemblait presque à de la pitié. La pensée était si absurde que je la rejetai immédiatement, mais elle laissa une zone de froid dans ma poitrine que même les baisers d'Adrien ne parvenaient pas tout à fait à réchauffer. Prête à filer d'ici, Madame Brown, murmura Adrien à mon oreille alors que la réception touchait à sa fin, son souffle envoyant de délicieux frissons le long de mon cou. Le son de mon nouveau nom sur ses lèvres aurait dû m'enthousiasmer. Mais il y avait quelque chose dans son ton, une précipitation qui me fit reculer pour étudier son visage. « Est-ce que tout va bien ?» demandai-je, notant la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses yeux ne cessaient de se diriger vers la sortie. « Bien sûr, dit-il, mais son rire sonnait creux. Juste impatient de commencer notre lune de miel, c'est tout. Nous fîmes nos adieux dans un tourbillon d'accolades et de vœux. Le riz et les cierges magiques éclairaient notre chemin vers la limousine qui attendait. La demeure ancestrale d'Adrien, désormais notre maison, nous attendait dans les collines à l'extérieur de la ville, un manoir victorien tentaculaire qui appartenait à sa famille depuis des générations. C'est là que nous passerions notre nuit de noces avant de nous envoler pour Paris le lendemain matin, là où nous commencerions le reste de nos vies en tant que mari et femme. La maison se dressait contre le ciel parsemé d'étoiles alors que nous remontions l'allée sinueuse, ses fenêtres gothiques brillant comme des yeux vigilants au clair de lune. Le lierre grimpait sur les murs de pierre et des chênes centenaires projetaient des ombres tordues sur les terrains entretenus. C'était beau d'une manière envoûtante et surannée, mais ce soir, cela semblait plus imposant que romantique. Adrien resta silencieux pendant le trajet, sa main posée sur mon genou, mais son attention fixée sur quelque chose au-delà de la fenêtre. Quand j'essayais d'engager la conversation sur la cérémonie, sur la perfection de tout, ses réponses étaient distraites, automatiques. La chambre d'amis dans l'aile a été préparée pour votre mère, dit-il soudain, rompant un long silence. Je clignai des yeux, confuse. Ma mère est rentrée avec mon père. Tu te souviens? Il ne reste pas ici ce soir. Le visage d'Adrien devint vide un instant, puis il secoua la tête avec un rire forcé. C'est vrai, bien sûr. Désolé, je suis juste fatigué. La journée a été longue. Mais son explication n'apaisa pas le nœud grandissant de malaise dans mon estomac. Ce n'était pas du tout le style d'Adrien. Il était habituellement si attentif, si concentré sur moi, surtout lors des moments importants. Ce soir, lors de ce qui aurait dû être la nuit la plus importante de nos vies ensemble, il semblait être un étranger portant le visage de mon mari. La limousine s'arrêta devant la grande entrée, et le chauffeur vint nous ouvrir la portière. Adrien m'aida à sortir, sa main stable, mais impersonnelle, plus polie que passionnée. La traîne de ma robe bruissait contre les marches de pierre alors que nous montions vers les portes massives en chêne, leur heurtoir en laiton brillant sous la lumière du porche. À l'intérieur, la maison était faiblement éclairée, des ombres s'accumulant dans les coins et dansant le long des murs tapissés de portraits des ancêtres d'Adrien. Leurs yeux peints semblaient suivre notre progression alors qu'Adrien me conduisait vers l'escalier principal. Ses pas résonnaient dans le hall au sol de marbre. J'ai demandé à Rosa de préparer la suite principale, dit-il, sa voix portant une étrange formalité. Tout devrait être prêt pour ce soir. La façon dont il prononça ces derniers mots m'envoya un frisson qui n'avait rien à voir avec les couloirs courants d'air de la maison. Ce n'était pas ainsi que j'avais imaginé le début de notre nuit de noces. Où était la romance, la passion, la joie immense de deux personnes enfin unies? Nous montâmes les escaliers en silence, ma robe traînant derrière moi comme un écho fantomatique de la célébration de la journée. La suite principale se trouvait au bout d'un long couloir bordé d'autres portraits d'ancêtres. Et alors qu'Adrien poussait la lourde porte, je restais bouche bée devant la beauté qui m'accueillit. Des pétales de rose recouvraient le lit king size en motif complexe. Des bougies vacillaient sur chaque surface, projetant une lumière dansante sur des rideaux de soie et des meubles anciens. Une bouteille de champagne refroidissait dans un seau à glace à côté de deux flûtes en cristal, et le parfum de jasmin et de vanille emplissait l'air provenant de dizaines de roses blanches disposées dans toute la pièce. C'est magnifique, soufflai-je, une partie de ma tension antérieure s'évanouissant. C'était plus comme l'Adrien que je connaissais, romantique, attentionné, attentif à chaque détail.
Mais lorsque je me tournais pour partager ce moment avec lui, pour me perdre dans ses bras et enfin revendiquer la passion qui s'était accumulée entre nous toute la journée, je le trouvais en train de regarder son téléphone, le front plissé de concentration. Avant de continuer, veuillez écrire en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où vient notre famille mondiale. Et si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à vous proposer encore plus d'histoires épiques de vengeance de la vie. Bonne écoute. Adrien, appelez-je doucement. Il leva rapidement les yeux, glissant le téléphone dans sa poche. Désolé, juste le travail. Tu sais ce que c'est. Lors de notre nuit de noces. Les mots sortirent plus secs que je ne l'avais voulu, et je le vis tressaillir légèrement. Ce n'est rien d'urgent, dit-il, mais il se dirigeait déjà vers la porte. J'ai juste besoin de passer un appel rapide. Un problème avec les réservations de l'hôtel à Paris. Je reviens tout de suite, promis. Avant que je puisse protester, avant que je puisse demander pourquoi cela ne pouvait pas attendre le matin, il était parti, me laissant seul dans la pièce éclairée à la bougie avec rien d'autre que l'écho de ses pas disparaissant dans le couloir. Je restai là un long moment, le silence pesant sur moi comme un poids physique. Les pétales de rose qui avaient semblé si romantiques quelques instants auparavant ressemblaient maintenant à des fragments épars d'un rêve qui commençait déjà à s'effriter. Les bougies vacillaient, projetant des ombres changeantes qui donnaient à la pièce l'impression d'être vivante, avec des yeux qui observaient. « Il va revenir », me dis-je fermement. C'est juste le trac, la peur de s'engager, parfaitement normal. Mais alors que les minutes s'égrenaient et se transformaient en une heure, ma rationalisation commença à sembler aussi fragile que du papier de soie sous la pluie. J'essayais d'appeler son téléphone, mais je tombais directement sur sa messagerie vocale. J'essayais d'envoyer un SMS, mais ne reçus aucune réponse. Le champagne restait intact, ses bulles mourant lentement dans les flûtes de cristal. Je quittai ma robe de mariée pour enfiler la nuisette en soie que j'avais choisie spécialement pour ce soir. De la dentelle ivoire avec de minuscules boutons de perles qui captaient la lueur des bougies comme des étoiles capturées. Je brossai mes cheveux jusqu'à ce qu'ils tombent en vagues sur mes épaules. J'appliquai le parfum qu'Adrien aimait et j'attendis, et j'attendis. La maison s'installa autour de moi avec des craquements et des soupirs qui ressemblaient presque à des murmures dans l'obscurité au-delà des fenêtres. Quelque part au loin, une horloge sonna 23 heures, puis 23h30. Les bougies se consumaient, la cire s'accumulant sur les surfaces antiques, et Adrien ne revenait toujours pas. Au moment où l'horloge de grand-père dans le hall sonna minuit avec des carillons profonds et résonnants, j'arpentais la pièce comme un animal en cage, mes pantoufles de soie silencieuses sur le tapis perçant. La colère avait remplacé la douleur, et la peur commençait à s'insinuer aux abords des deux émotions. Où pouvait-il être? Qu'est-ce qui pouvait bien être si important pour qu'il abandonne sa femme le soir de leur mariage? Et puis, coupant le silence qui suivit le dernier carillon de l'horloge, je l'entendis. Un son qui glaça mon sang dans mes veines et fit sauter plusieurs battements à mon cœur avant qu'il ne reprenne à un rythme effréné. Cela venait de quelque part plus profondément dans la maison. Un grincement bas et rythmé qui semblait presque intime, comme des ressorts de lit. Comme. La pensée était si horrible, si impossible que je la rejetai immédiatement. Tu es paranoïaque. C'est une vieille maison. Les vieilles maisons font du bruit. Mais alors que je pressais mon oreille contre la porte, le son continua, accompagné maintenant de ce qui aurait pu être des voix étouffées, ou des halètements, ou... Ma main trembla en tournant la poignée de porte en laiton orné, ouvrant la porte juste assez pour me glisser dans le couloir. Le corridor s'étendait devant moi comme un tunnel, éclairé seulement par des appliques qui projetaient des flaques de lumière jaune entre de longues étendues d'ombre. Les sons étaient plus clairs maintenant, venant de la direction de l'aile et où se trouvaient les chambres d'amis. Chaque pas donnait l'impression de marcher dans des sables mouvants, mes pieds nus silencieux sur le tapis qui longeait le plancher de bois franc. Les portraits des ancêtres d'Adrien observaient ma progression avec des yeux peints qui semblaient luire de secrets. Et plus d'une fois, je crus voir un mouvement dans ma vision périphérique, pour ne trouver en me retournant que des ombres et l'immobilité. Les sons devinrent plus forts à mesure que j'approchais de l'aile, et avec eux vint le son indubitable de voix, chuchotées mais urgentes, intimes d'une manière qui me retourna l'estomac. Ça ne peut pas être ça. C'est impossible. Adrien m'aime. Nous venons de nous marier. Il y a quelques heures à peine, il a promis de m'aimer pour toujours. Mais même si mon esprit se précipitait dans le déni, mon corps connaissait la vérité. Chaque instinct criait au danger, à la trahison, à un chagrin si profond qu'il briserait tout ce que je croyais savoir sur l'amour,
sur la confiance, sur l'homme à qui je venais de promettre de passer ma vie. Je m'arrêtai devant la porte d'où les sons étaient les plus forts. La suite de Diane, celle qu'elle occupait chaque fois qu'elle venait de sa maison en Europe. La lumière filtrait sous la porte, chaude et dorée, et les voix à l'intérieur étaient plus claires maintenant, bien que toujours étouffées par le bois lourd. Un rire de femme, doux et haletant. Une voix d'homme, profonde et familière, murmurant quelque chose qui fit soupirer la femme. Le son d'un mouvement, urgent et passionné. Ma main plana au-dessus de la poignée de porte pendant ce qui sembla être une éternité. Chaque pensée rationnelle luttait contre la certitude croissante que l'ouverture de cette porte détruirait tout. Mon mariage, ma confiance, mon cœur, mon sens même de la réalité. Mais je devais savoir. Même si le savoir me tuait, je devais savoir. Le laiton était froid sous ma paume alors que je le tournais lentement, priant pour qu'il ne grince pas, priant que je me trompe. Priant que ce que je trouverais au-delà de ce seuil ne serait pas la fin de tout ce que j'avais jamais cru de beau. La porte s'ouvrit silencieusement sur des gonds bien huilés, révélant une scène qui restera gravée dans ma mémoire jusqu'au jour de ma mort. Des bougies vacillaient dans toute la suite de Diane, projetant une lumière dansante sur les meubles anciens et les tapis persans. Mais c'est le lit qui attira mon attention, l'imposant lit à baldaquin où deux silhouettes se mouvaient ensemble dans une étreinte passionnée, leurs corps entrelacés, leurs voix s'élevant en sons de plaisir qui étaient comme des poignards dans ma poitrine. Au début, tout ce que je pouvais voir, c'était des ombres et des courbes, des membres pâles à la lueur des bougies. Les cheveux de la femme étaient étalés sur les oreillers comme de l'or renversé, et les larges épaules de l'homme bloquaient la majeure partie de ma vue alors qu'il bougeait au-dessus d'elle. Mais ensuite il se déplaça, et le profil qui se révéla dans la lumière vacillante fit basculer le monde sur son axe. Mon mari, l'homme qui avait promis de n'aimer que moi quelques heures auparavant, faisait l'amour à une autre femme dans le lit de sa mère, son alliance captant la lueur des bougies alors que ses mains parcouraient son corps avec une intimité familière. La femme sous lui se cambra, son visage se tournant vers la porte, et quand je vis qui c'était, les derniers fragments de mon monde s'effondrèrent en poussière. Lucille, ma meilleure amie, ma demoiselle d'honneur, la femme qui m'avait aidé à choisir ma robe de mariée, qui m'avait tenu la main à travers chaque anxiété prénuptiale, qui m'avait dit ce matin même à quel point j'étais chanceuse d'avoir trouvé un homme aussi merveilleux. Ils bougeaient ensemble avec le rythme d'amants qui avaient fait cela de nombreuses fois auparavant. Leurs mots doux murmurés et leurs soupirs passionnés, une symphonie de trahison qui résonnait dans mon âme brisée. Ça m'a manqué, souffla Lucille, ses doigts traçant le dos d'Adrien. J'ai détesté te voir l'épouser aujourd'hui. Il fallait le faire, répondit Adrien, sa voix épaisse de désir. Mais c'est fini maintenant. Elle ne se doutera jamais de rien. Nous pouvons enfin être ensemble comme nous l'avons toujours prévu. Les mots me frappèrent comme des coups physiques, chacun me volant un peu plus de souffle jusqu'à ce que je sois étourdi par le manque d'oxygène. Toujours prévu. Depuis combien de temps cela durait-il? Depuis combien de temps vivais-je dans un mensonge? Et si elle découvre? La voix de Lucille portait une note d'inquiétude qui aurait pu être touchante si elle ne concernait pas ma tromperie. Elle ne le saura pas, dit Adrien avec une cruauté confiante. Sophia est trop confiante, trop naïve. Elle voit ce qu'elle veut voir. De plus, après ce soir, nous aurons accès à son fonds en fiducie. Nous pourrons disparaître n'importe où dans le monde. Fonds en fiducie. L'héritage de ma grand-mère que j'avais cédé au contrôle d'Adrien la semaine dernière dans le cadre de notre planification financière prénuptiale. L'héritage que je lui avais confié parce que je l'aimais. Parce que je croyais qu'il aurait toujours mes meilleurs intérêts à cœur. La trahison était si complète, si calculée que pendant un moment je ne pouvais pas la traiter. Ce n'était pas un moment de faiblesse, une seule erreur née de la peur de s'engager ou de la confusion. C'était une tromperie délibérée et planifiée qui avait été orchestrée avant même que je ne connaisse l'existence d'Adrien. J'ai dû faire un son, un halètement ou un sanglot ou une expression involontaire de dévastation, car les deux silhouettes sur le lit se figèrent. La tête d'Adrien se tourna vers la porte et, à la lueur des bougies, je vis son visage passer de la passion au choc, puis à quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité s'il était capable d'une telle émotion. Sophia. Mon nom tomba de ses lèvres comme une malédiction. Lucille se dépêcha de tirer les draps autour d'elle, son visage rouge de plus que de la passion maintenant, de l'embarras, de la peur, et quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Je peux expliquer, commença Adrien. Mais sa voix sonnait creuse, automatique, comme un enregistrement de mots qu'il n'avait jamais prévu d'avoir besoin. Expliquer? Le mot sortit à peine comme un murmure, mais il sembla résonner dans le silence soudain qui emplit la pièce.
Expliquer comment? Expliquer quoi? J'entrais complètement dans la pièce, ma nuisette en soie bruissant dans l'air épais qui sentait le sexe, la trahison et la mort de l'innocence. Tous deux me regardaient avec l'attention lasse de prédateurs surpris sur une proie. Expliquer comment mon mari est au lit avec ma meilleure amie le soir de notre mariage? Ma voix devenait plus forte maintenant, alimentée par une colère si pure qu'elle semblait presque sainte. Expliquer comment tout cela était prévu? Comment vous êtes tous les deux en train de me voler mon argent? Comment tout mon mariage est un mensonge? Ce n'est pas ce que tu crois, dit Lucille, sa voix petite et pathétique. Je ris, et le son était si amer qu'il me fit tressaillir. Pas ce que je crois? Tu es nu dans un lit avec mon mari en train de parler de vos plans pour me voler. Et ce n'est pas ce que je crois. Adrien fit basculer ses jambes sur le côté du lit, cherchant ses vêtements. Sophia, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. C'est compliqué. Compliqué? Je hurlais maintenant. Toute prétention de contrôle abandonnée. Qu'y a-t-il de compliqué dans la trahison? Qu'y a-t-il de compliqué dans les mensonges? Qu'y a-t-il de compliqué dans le fait de ruiner la vie de quelqu'un pour de l'argent? Tu ne comprends pas, je comprends parfaitement. Les mots explosèrent de moi avec des années d'émotions refoulées derrière eux. Tu ne m'as jamais aimé. Tout ça, toute notre relation, c'était pour mon héritage. Est-ce qu'une partie de tout ça a été réelle? Quoi que ce soit. Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. Le visage d'Adrien était devenu pâle, mais il n'y avait aucun remords. Aucun regret pour la douleur qu'il avait causée. Seulement du calcul, les rouages tournant alors qu'il essayait de trouver comment minimiser les dégâts de ses plans soigneusement élaborés. Sophia, si tu veux bien te calmer et écouter. Me calmer? Je sentis quelque chose se briser en moi. Un dernier fil qui tenait ma santé mentale. Tu veux que je me calme? Je t'ai tout confié. Mon cœur, mon corps, mon avenir, mon argent. Je t'ai tout donné, et c'est comme ça que tu me rembourses? Lucille était restée silencieuse pendant cet échange, serrant le drap contre sa poitrine. Mais maintenant, elle prit la parole avec le genre d'indignation déplacée que seuls les vraiment égoïstes peuvent manifester. Ça ne devait pas se passer comme ça, dit-elle. Tu n'étais pas censé le découvrir. Oh, eh bien, ça rend les choses tellement meilleures. Je tournai ma fureur contre elle, cette femme qui avait souri à mon mariage quelques heures auparavant, qui m'avait serré dans ses bras et m'avait dit à quel point elle était heureuse pour moi. Depuis quand? Depuis quand cela dure-t-il? Elle regarda Adrien, cherchant des conseils ou une permission, ou peut-être espérant simplement qu'il répondrait pour elle. Mais Adrien était occupé à enfiler sa chemise, ses mouvements rapides et efficaces, comme s'il se préparait à une bataille ou à une fuite. Depuis quand? Demandai-je à nouveau. 2 ans, murmura Lucille. 2 ans. Avant même qu'Adrien ne me demande en mariage, avant qu'il ne me dise qu'il m'aimait, avant que je ne commence à planifier l'avenir que je pensais que nous partagerions. Depuis avant nos fiançailles? Ma voix était très calme maintenant, très mortelle. Les mains d'Adrien s'immobilisèrent sur ses boutons. Sophia. Depuis avant que tu me dises que tu m'aimais, depuis avant que tu me demandes en mariage, depuis avant que je te présente à Lucille à ce dîner. La dernière pièce du puzzle se mit en place avec une clarté écœurante. Je ne les avais pas du tout présentés. Ils se connaissaient déjà. La surprise sur le visage de Lucille quand j'avais ramené Adrien à la maison avait été fausse. Leur alchimie, que j'avais attribuée au fait qu'ils étaient tous les deux importants pour moi, avait été réelle, mais pour toutes les mauvaises raisons. Vous avez planifié ça depuis le début. Ce n'était pas une question. Tu as fait des recherches sur moi, tu as découvert mon héritage, et puis quoi? Tu as fait en sorte de me rencontrer à ce gala de charité. Tu as fait en sorte que je tombe amoureuse de toi. Le silence d'Adrien était un aveu suffisant. Et toi, me retournai-je vers Lucille, tu l'as aidé. Tu es d'abord mon ami. Tu lui as présenté toutes mes vulnérabilités, tu lui as dit exactement comment me faire tomber amoureuse de lui. Des larmes coulaient maintenant sur son visage, mais elles ressemblaient plus à de la frustration qu'à un véritable remords. Tu dois comprendre, Sophia, Adrien et moi avons une histoire. Nous étions ensemble avant. Ce n'est pas une excuse, criai-je. Ce n'est pas une raison pour détruire la vie de quelqu'un. Si vous vouliez être ensemble, vous auriez dû rester ensemble. Vous n'auriez pas dû m'impliquer. Nous avions besoin de l'argent, dit Adrien sèchement,
abandonnant finalement toute prétention d'amour ou de regret. La famille de Lucille lui a coupé les vivres et mon entreprise est en faillite. Le fonds en fiducie de ta grand-mère était la solution à nos deux problèmes. La cruauté désinvolte de ses propos, la façon dont il parlait de ma vie et de mon amour comme d'une simple transaction financière, était presque plus dévastatrice que la trahison elle-même. Dehors. Ma voix était très calme, très posée. Sophia. Dehors. Sortez de cette maison, tous les deux. Maintenant. C'est ma maison, dit Adrien. Et il y avait quelque chose de dangereux dans son ton. Quelque chose qui me fit faire un pas en arrière. En fait, dit une voix depuis l'embrasure de la porte, c'est la mienne. Nous nous tournâmes tous pour voir Diane debout à l'entrée de sa suite. Ses cheveux sombres parfaitement coiffés malgré leur tardive, son expression plus froide que le gel de l'hiver. Elle était entièrement vêtue d'un élégant ensemble noir qui lui donnait l'air d'assister à un enterrement, ce qui, je suppose, était le cas. Mère, commença Adrien. Mais Diane leva une main parfaitement manucurée. J'en ai assez entendu, dit-elle, son accent faisant sonner chaque mot comme une lame coupant de la soie. Plus qu'assez. Vous saviez, murmurai-je, en regardant cette femme qui m'avait accueilli dans sa famille quelques heures auparavant, qui avait souri, porté des toasts et agi comme si elle gagnait une belle fille bien aimée. Les yeux sombres de Diane rencontrèrent les miens, et j'y vis quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Du regret. Je le soupçonnais, dit-elle doucement. Mais j'espérais me tromper. J'espérais que mon fils avait plus d'honneur que ça. Mère, vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. La voix de Diane aurait pu geler le feu. Tu as épousé cette belle et confiante jeune fille pour son argent tout en ayant une liaison avec son ami. Tu as prévu de la voler et de l'abandonner. Tu as déshonoré le nom de notre famille et rompu tous les vœux que tu as faits devant Dieu. Le visage d'Adrien passa par plusieurs expressions, surprise, colère, calcul, avant de s'arrêter sur une indignation défensive. Elle n'aurait jamais remarqué l'argent. Elle en a plus qu'elle ne sait quoi en faire. Là n'est pas la question. Le sang-froid de Diane se fissura un instant, révélant la fureur en dessous. La question est que tu es un voleur, un menteur et une honte pour tout ce que cette famille a représenté. Elle se tourna vers moi, son expression s'adoucissant légèrement. Je suis désolé, mon enfant. Plus désolé que tu ne peux l'imaginer. Cette maison m'appartient et je veux que tu saches que tu es la bienvenue ici. Elle regarda Adrien et Lucille avec un mépris non dissimulé, ne le sont pas, qu'est-ce que tu veux dire par elle t'appartient, demanda Adrien. Diane sourit, et c'était comme regarder un loup montrer les dents. Pensais-tu vraiment que je laisserais notre maison ancestrale à un fils qui la vendrait pour de l'argent de jeu? La maison, les terres, tout reste à mon nom. Tu n'as aucun droit ici. Les implications de cette nouvelle frappèrent Adrien comme un coup physique. Non seulement son plan pour voler mon argent avait échoué, mais il perdait également la maison qu'il comptait hériter. Tu ne peux pas faire ça, dit-il. Je l'ai déjà fait. Diane sortit un document plié de son sac à main. J'ai changé mon testament. Tu n'auras rien. Pas la maison, pas les investissements, pas l'entreprise familiale. Rien. Mais je suis ton fils. Tu étais mon fils. Maintenant, tu n'es qu'un étranger qui partage mon ADN. La finalité dans sa voix, la rupture complète des liens familiaux, sembla choquer Adrien plus que tout ce qui s'était passé jusqu'à présent. Il regarda sa mère comme s'il la voyait pour la première fois. Lucille, poursuivit Diane, tournant son attention vers mon ancienne meilleure amie, je te suggère de rassembler tes affaires et de partir. Non, avant que j'appelle la police pour te faire expulser pour violation de propriété. Lucille se précipita hors du lit, serrant le drap autour d'elle, son visage strié de larmes et de mascara. Tes vêtements sont dans la chambre d'amis où tu les as laissés quand tu es venu ici pour séduire mon fils, dit Diane avec une précision glaciale. Tu as 5 minutes. Alors que Lucille se dépêchait de quitter la pièce, Diane se tourna de nouveau vers Adrien. Tu as jusqu'à l'aube pour te retirer, toi et tes affaires, de cette propriété. Après cela, tu seras considéré comme un intrus. Où suis-je censé aller? La note plaintive dans sa voix m'aurait peut-être touché autrefois. Maintenant, elle sonnait juste pathétique. Ce n'est pas mon problème, répondit Diane. Tu aurais dû y penser avant de décider de détruire ta vie pour de l'argent. Adrien me regarda alors, et pendant un instant, je vis quelque chose qui aurait pu être un véritable remords dans ses yeux. Sophia,
Ne le fais pas, je levai une main, surprise de la fermeté de ma voix. Ne dis pas que tu es désolé. Ne dis pas que ça ne signifiait rien. Ne dis pas que tu m'aimes. Nous savons tous les deux que ce ne serait qu'un autre mensonge. Il ouvrit la bouche comme pour argumenter, puis la referma. Que pouvait-il dire, après tout? Quel mot pourrait combler le gouffre de trahison qui s'étendait entre nous? Je t'ai fait confiance, dis-je doucement. Je t'ai tout donné. Mon cœur, mon corps, mon avenir, mon argent. J'aurais fait n'importe quoi pour toi. Et tu as tout jeté pourquoi? Un fonds en fiducie que tu aurais pu partager si tu avais été honnête. Une femme qui t'a aidé à me tromper. Ça ne devait pas se passer comme ça, dit-il, faisant écho aux paroles de Lucille. Non, acquiesçai-je. C'était censé se passer en secret, sans que je ne le découvre jamais, en vivant toute ma vie comme t'as dû pendant que toi et Lucille riaient dans mon dos. La vérité de cela, la cruauté désinvolte de leur plan initial, sembla le frapper pour la première fois. Son visage se crispa légèrement, comme s'il comprenait enfin l'ampleur de ce qu'il avait fait. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, murmura-t-il. Mais tu l'as fait. Et le pire, c'est que tu aurais continué à me faire du mal pour toujours si je ne l'avais pas découvert. » Diane avait observé cet échange avec l'attention d'un faucon observant sa proie. Et maintenant, elle s'avança. « Sophia, ma chère, veux-tu que j'appelle quelqu'un? Tes parents? Un ami? » La pensée d'expliquer cela à mes parents, de voir la pitié et l'horreur dans leurs yeux, me serra l'estomac. Et les amis. Lucille avait été mon amie la plus proche. Les autres n'étaient que des connaissances au mieux. Des gens qui seraient plus intéressés par le scandale que par me réconforter. Non, dis-je doucement. Merci. Mais non. J'ai besoin de réfléchir. Diane hocha la tête avec compréhension. Tu es la bienvenue ici aussi longtemps que tu en auras besoin. Cette maison a connu son lot de chagrin au fil des ans. Peut-être qu'elle pourra t'offrir un peu de paix. Je regardais autour de moi la pièce qui avait été le théâtre de la destruction de mon monde. Le lit défait, les bougies vacillantes, les vêtements éparpillés, et je sentis quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine là où se trouvait autrefois mon cœur. Je devrais y aller, dit Adrien, mais il ne fit aucun mouvement vers la porte. Oui, acquiesçai-je. Tu devrais. Mais il restait là, comme s'il espérait le pardon, la compréhension ou un signe que cela pouvait être réparé. Sophia, ce que nous avions. C'était un mensonge. Les mots sortirent, plats, définitifs. Tout. Chaque baiser, chaque je t'aime, chaque promesse. Tout cela faisait juste partie de ton plan. Pas tout, protesta Théil. Une partie était réelle. Mes sentiments pour toi étaient pratiques, terminés-je, utiles, mais pas réels. S'ils avaient été réels, tu n'aurais pas pu faire ça. Il tressaillit comme si je l'avais frappé, mais je ne ressentis aucune satisfaction à lui causer de la peine. Je ne ressentais rien du tout, sauf un immense vide résonnant là où se trouvait mon avenir. Va-t'en, Adrien. Prends Lucille et va vivre ta vie avec la femme que tu veux vraiment et laisse-moi trouver comment reconstruire la mienne. Cette fois, il se dirigea vers la porte, mais il s'arrêta sur le seuil. Pour ce que ça vaut, dit-il sans se retourner, je tenais à toi. Non, répondis-je, ma voix stable et sûre. Tu ne tenais pas à moi. Si c'était le cas, cela ne serait jamais arrivé. Le son de ses pas disparaissant dans le couloir fut comme une porte se fermant sur tout ce que j'avais pensé que ma vie serait. En quelques minutes, j'entendis du mouvement dans toute la maison, des tiroirs s'ouvrant et se fermant, des voix étouffées, les sons de bagages faits à la hâte. Diane resta avec moi pendant tout ce temps, sa présence stable et réconfortante sans être intrusive. Lorsque la porte d'entrée claqua enfin et qu'un moteur de voiture démarra dans l'allée, elle se dirigea vers la fenêtre et regarda jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent dans la nuit. « Ils sont partis, dit-elle doucement. Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Que vas-tu faire maintenant? C'était une bonne question. Que fait-on lorsque toute sa vie implose en l'espace d'une seule soirée? Lorsque tout ce que l'on croyait sur l'amour, la confiance et l'avenir s'avèrent être des mensonges soigneusement orchestrés? Je ne sais pas, admis-je. Diane se plaça à côté de moi, sa main douce sur mon épaule. Tu survivras, dit-elle avec une certitude tranquille. Tu es plus forte que tu ne le penses. Je ne me sens pas forte. Je me sens comme une idiote.
Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs, répondit Diane. Parfois, être une idiote est ce qui nous permet d'aimer complètement. Le problème n'est pas ta capacité à faire confiance. C'est leur capacité à trahir. Nous restâmes en silence un moment, entourés par les preuves de mes rêves brisés. Finalement, Diane reprit la parole. Il y a autre chose que tu devrais savoir, dit-elle prudemment. Je la regardai, pas sûr de pouvoir supporter d'autres révélations. Les invités du mariage, notre famille, ta famille, nos amis. Ils logent tous à l'hôtel en ville ce soir. Demain matin, ils s'attendront à vous voir partir pour votre lune de miel. Ils voudront vous féliciter, vous souhaiter bonne chance. La pensée d'affronter tous ces gens, d'expliquer ce qui s'était passé ou d'essayer de prétendre que tout allait bien, me serra la poitrine de panique. Je ne peux pas, murmurai-je. Je ne peux pas les affronter. Je ne peux pas leur dire. Alors ne le fais pas, dit Diane simplement. Je la dévisageai. Que veux-tu dire? Un lent sourire se dessina sur son visage, assez aiguisé pour couper du verre. Je veux dire qu'Adrien et Lucille ont fait leur choix. Ils ont choisi la tromperie, la trahison et la cupidité. Il est peut-être temps qu'ils fassent face aux conséquences de ces choix. Je ne comprends pas, Diane se tourna pour me faire face complètement, ses yeux sombres brillant de ce qui aurait pu être de la malice ou de la vengeance. Ma chère enfant, tu as joué en défense toute la soirée. Il est temps de passer à l'offensive. Le soleil du matin inondait les fenêtres de la grande salle de bal de l'hôtel alors que nos invités au mariage se rassemblaient pour ce qu'ils pensaient être un petit déjeuner d'adieu avant qu'Adrien et moi ne partions pour notre lune de miel à Paris. Je me tenais au fond de la salle, observant des visages familiers discuter autour d'un café et de pâtisserie, ignorant complètement que leur parfaite célébration de mariage était sur le point de devenir tout autre chose. J'avais à peine dormi, passant les heures restantes de ma nuit de noces à planifier ce que Diane avait appelé mon « moment de vérité ». Elle avait été étonnamment utile, fournissant des détails sur la situation financière d'Adrien que j'ignorais, des contacts qui pourraient m'aider à sécuriser mes actifs, et surtout, le courage de prendre le contrôle de mon récit plutôt que de les laisser l'écrire pour moi. Mes parents étaient assis à une table près de l'avant, leurs visages rayonnant de fierté et de bonheur, ce qui me serrait le cœur. Les parents d'Adrien remplissaient plusieurs tables, leurs expressions pleines d'attente alors qu'ils attendaient que le couple heureux fasse son apparition. La famille de Lucille était là aussi, ses parents rayonnant de la joie réfléchie du mariage parfait de la meilleure amie de leur fille. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Adrien arriva le premier, l'air impeccable et calme dans ses vêtements de voyage, son sourire exercé et convaincant. Il parcourait la salle comme l'artiste consommé qu'il était, acceptant les félicitations et les vœux avec le genre de charme qui m'avait fait tomber amoureuse de lui. En le regardant maintenant, sachant ce que je savais, je pouvais voir la performance pour ce qu'elle était, calculée, creuse, conçue pour extraire le maximum de bénéfices de chaque interaction. Lucille apparut quelques instants plus tard, radieuse dans une robe bleue poudrée qui complimentait parfaitement ses cheveux blonds. Elle se déplaçait dans la foule avec l'assurance de quelqu'un qui croyait s'en être tiré avec le crime parfait, embrassant mes parents, riant avec de vieux amis d'université, jouant à la perfection le rôle de la meilleure amie dévouée. Aucun d'eux ne m'avait encore vu, positionné comme je l'étais derrière un pilier décoratif près de l'entrée. Je voulais d'abord les observer, voir comment ils géraient cette mascarade avant de faire s'effondrer leur château de cartes. « Mesdames et messieurs », appela Adrien, tapotant sa flûte de champagne avec une cuillère en argent. La salle se calma progressivement, toute l'attention se concentrant sur mon mari alors qu'il se préparait à s'adresser à nos invités. « Merci à tous d'être ici ce matin. Sophia et moi sommes si reconnaissants de votre présence à notre mariage hier, et nous voulions partager quelques mots avant de partir pour Paris. » La foule murmura son appréciation, les visages tournés avec attente vers Adrien. Il était dans son élément, commandant la salle avec une aisance pratiquée. Hier a été le plus beau jour de ma vie, poursuivit-il, sa voix chaude de ce qui semblait être une émotion sincère. Épouser la femme de mes rêves, entourée de tous ceux que nous aimons. Il n'y a pas de plus grande joie que cela. Plusieurs personnes soupirèrent d'appréciation. Ma mère tamponna ses yeux avec un mouchoir, toujours émue par les événements de la veille. Sophia et moi nous sentons incroyablement bénis, continua Adrien, et nous voulons que vous sachiez tous à quel point votre soutien compte pour nous alors que nous commençons ce nouveau chapitre de nos vies ensemble. C'était un beau discours, prononcé avec une sincérité parfaite. Si je n'avais pas su la vérité, j'aurais pu être ému moi-même. Au lieu de cela, je me sentis nauséeuse de le voir manipuler ces bonnes personnes qui se souciaient sincèrement de nous.
Où est la mariée rougissante, lança mon oncle Robert, regardant autour de la salle avec un sourire bienveillant. L'expression d'Adrien vacilla un instant, si brièvement que la plupart des gens ne l'ont probablement pas remarqué, mais je l'ai vu, cette lueur d'incertitude alors qu'il réalisait qu'il ne savait pas où j'étais ni ce que je pouvais prévoir. Elle est juste en train de se rafraîchir, dit-il doucement. Vous savez comment sont les femmes, elles veulent toujours être parfaites. Le commentaire provoqua quelques rires, mais je remarquai que le visage de Lucille se crispa légèrement. Elle scrutait la salle maintenant, et quand ses yeux me trouvèrent derrière le pilier, son visage devint pâle. Elle dit quelque chose à Adrien, trop bas pour que je l'entende, et je vis son langage corporel changer instantanément. Ses épaules se tendirent, son sourire devint forcé, et ses yeux commencèrent à chercher dans la foule avec une panique à peine dissimulée. C'était l'heure. Je sortis de derrière le pilier, me déplaçant dans la foule à pas mesurés. Les conversations se turent alors que les gens remarquaient mon approche, leur visage s'illuminant d'affection et de curiosité quant à ce que je pourrais dire. Je portais une simple robe noire, choisie délibérément pour ses connotations funéraires, et mon alliance était visiblement absente de mon doigt. Je l'avais laissée sur la table de chevet de Diane avec un mot la remerciant pour sa gentillesse et promettant de rester en contact. Sophia, appela ma mère, se levant de sa chaise les bras tendus. Voilà notre belle mariée. Je lui embrassai la joue, acceptant son étreinte tout en gardant les yeux fixés sur Adrien. Son visage était devenu cendré, et je pouvais voir les rouages tourner alors qu'il essayait de deviner ce que je pouvais bien avoir l'intention de dire. Bonjour à tous, dis-je, ma voix portant clairement à travers la salle de bal. Merci à tous d'être venus ce matin, et merci d'avoir célébré avec nous hier. C'était vraiment éclairant. Les yeux d'Adrien s'écarquillèrent légèrement à mon choix de mots, mais il maintint son sang-froid. J'ai quelque chose que j'aimerais partager avec vous tous, continuai-je, me plaçant à côté d'Adrien à l'avant de la salle. Quelque chose d'important à propos de mon mariage. Sophia, murmura Adrien à voix basse. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ignorais, me concentrant plutôt sur la mer de visages pleins d'attente devant moi. Hier, je pensais épouser l'homme de mes rêves, commençai-je, ma voix stable malgré la tempête émotionnelle qui faisait rage en moi. Je pensais commencer la plus grande aventure de ma vie avec quelqu'un qui m'aimait autant que je l'aimais. Des murmures d'approbation parcoururent la foule. Plusieurs personnes sourirent, s'attendant clairement à une déclaration d'amour sincère. Mais la nuit dernière, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. L'énergie dans la pièce changea, les sourires vacillant alors que les gens sentaient le sous-entendu de quelque chose de plus sombre dans mon ton. Sophia, s'il te plaît, dit Adrien, sa voix urgente, mais assez basse pour que seuls les plus proches puissent l'entendre. Ne fais pas ça. On peut arranger ça. Je me tournai pour le regarder pleinement, et à ce moment-là, je laissai transparaître chaque once de douleur et de trahison sur mon visage. Vraiment, Adrien? On peut arranger le fait que tu as passé notre nuit de noces au lit avec ma meilleure amie. Le silence qui suivit fut si complet qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Puis les chuchotements commencèrent. Des inspirations brusques, des halètements d'incrédulité, le bruit de chaises qui raclaient alors que les gens se tournaient pour mieux voir le drame qui se déroulait. Le visage d'Adrien passa par plusieurs expressions, déni, colère, calcul, avant de s'arrêter sur une tentative désespérée de limiter les dégâts. Ce n'est pas. Tu ne comprends pas ce que tu as vu. Je comprends parfaitement, dis-je, ma voix tranchant ses protestations comme une lame. Je comprends que toute cette relation était un mensonge conçu pour te donner accès à mon héritage. Je comprends que toi et Lucille planifiez cette trahison depuis 2 ans. Je comprends que mon mariage n'était rien de plus qu'une transaction commerciale pour toi. La salle éclata en exclamations de choc. Mon père était debout, le visage sombre de fureur, tandis que ma mère était assise, figée sur sa chaise, une main pressée sur sa poitrine comme si elle avait du mal à respirer. Est-ce vrai? Demanda l'oncle d'Adrien, Rohan, un homme sévère qui avait porté l'un des toasts la veille. Adrien ouvrit la bouche pour répondre, mais je n'avais pas terminé. Lucille, appelai-je, me tournant vers mon ancienne meilleure amie. Elle était pressée contre le mur près de la table du buffet, son visage de la couleur du lait, ses mains tremblant alors qu'elle serrait son sac à main comme une bouée de sauvetage. Voudrais-tu dire à tout le monde depuis combien de temps toi et Adrien couchaient ensemble? Où dois-je le faire? Sophia, s'il te plaît, murmura Lucille, mais sa voix porta dans le terrible silence. 2 ans, annonçai-je à la salle. Ils ont une liaison depuis 2 ans,
planifiant cette arnaque élaborée pour voler le fonds en fiducie de ma grand-mère. Le fonds que j'ai stupidement cédé au contrôle d'Adrien la semaine dernière. La réaction fut immédiate et explosive. Mon père se dirigea vers Adrien avec une lueur meurtrière dans les yeux, pour être retenu par mes oncles. La mère de Lucille se mit à pleurer, les mains couvrant son visage de honte. Les parents d'Adrien criaient des questions et des accusations, leur visage reflétant un mélange de choc, d'embarras et de rage. Pendant tout ce temps, Adrien resta figé, sa façade soigneusement construite s'effondrant finalement sous le poids de l'exposition publique. Vous voulez savoir le plus pathétique, continuai-je, ma voix restant stable malgré le chaos autour de moi. Je vous aurais donné tout ce que vous auriez demandé. Si vous aviez été honnête, si vous m'aviez dit que vous aviez besoin d'argent, je vous aurais aidé. Mais au lieu de ça, vous avez choisi de me détruire pour ça. Sophia, Adrien essaya une dernière fois, tendant la main vers mon bras. Je reculai, évitant son contact comme s'il s'agissait de poison. Ne me touche pas. Ne me parle pas. Ne t'approche plus jamais de moi. Je me tournai pour m'adresser à la salle une dernière fois. Je veux que vous sachiez tous que je vais bien. Je suis blessé, évidemment, mais je vais bien. Et je veux que vous sachiez que cette trahison ne dit rien sur l'amour, le mariage ou la confiance en général. Elle ne dit quelque chose que sur le caractère des personnes qui ont choisi la tromperie plutôt que l'honnêteté. Je regardai directement Lucille, qui sanglotait maintenant ouvertement. Je t'ai confié mon cœur et tu l'as vendu pour de l'argent. J'espère que ça en valait la peine. Enfin, je me retournai vers Adrien, cet homme qui avait été mon monde entier 24 heures auparavant. Vous pouvez vous avoir l'un l'autre, dis-je doucement. Vous vous méritez l'un l'autre. Et sur ce, je sortis de la salle de bal, laissant derrière moi les décombres de mon ancienne vie et entrant dans ce qui allait suivre. Les mois qui suivirent furent un tourbillon de procédures judiciaires, de recouvrement d'actifs et de reconstruction émotionnelle. Adrien avait en effet transféré des parts importantes de mon fonds en fiducie sur des comptes qu'il contrôlait. Mais les avocats de Diane furent impitoyables dans leur quête de recouvrement. En quelques semaines, chaque centime avait été restitué, ainsi que des pénalités substantielles qui laissèrent l'entreprise déjà en difficulté d'Adrien en ruine. La famille de Lucille, horrifiée par le comportement de leur fille, lui coupa complètement les vivres. Les parents d'Adrien firent de même, l'ostracisant de l'entreprise familiale et du cercle social qui avait été sa principale source de revenus et de statut. Je retournai dans mon appartement en ville, me plongeant dans le travail et la thérapie avec une détermination égale. La trahison avait brisé ma capacité à faire confiance, mais elle avait aussi révélé une force que je ne me connaissais pas. J'avais survécu à la pire chose que je pouvais imaginer, et j'étais toujours debout. Mais le karma, comme il s'est avéré, ne faisait que commencer. 6 mois après cette matinée dévastatrice dans la salle de bal de l'hôtel, je reçus un appel d'un numéro inconnu. Sophia, c'est Rohan. L'oncle d'Adrien. Je n'avais parlé à aucun membre de la famille d'Adrien depuis la débâcle du mariage, donc l'appel était inattendu. Bonjour, Rohan. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je vous appelle parce que, eh bien, je pensais que vous devriez savoir ce qui se passe avec Adrien et Lucille. Malgré moi, je sentis une pointe de curiosité. J'avais délibérément évité toute nouvelle à leur sujet, voulant me concentrer sur ma propre guérison plutôt que de m'attarder sur leur sort. Je ne suis pas sûr de vouloir savoir, dis-je honnêtement. Je pense que si, répondit Rohan. Ils sont en train de se détruire l'un l'autre, Sophia. C'est assez spectaculaire, en fait. Contre mon gré, je me retrouvais à écouter Rohan me mettre au courant du chaos qu'était devenue la relation d'Adrien et Lucille. Apparemment, sans mon fonds en fiducie pour amortir leur chute, le stress de leurs circonstances considérablement réduites avait commencé à ronger leur partenariat comme de l'acide. Adrien reprochait à Lucille de l'avoir encouragé à aller jusqu'au bout du mariage arrangé, tandis que Lucille reprochait à Adrien de s'être fait prendre. Ils avaient emménagé ensemble par nécessité plutôt que par amour, et l'appartement exigu qu'ils pouvaient se permettre était bien loin du luxe dont ils avaient prévu de profiter. Adrien boit beaucoup, continua Rohan. Il a perdu ce qui restait de son entreprise, et maintenant il peut à peine conserver un emploi régulier. Lucille travaille dans un grand magasin, et d'après ce que j'entends, elle déteste chaque minute. C'est triste, dis-je. Et je fus surprise de constater que je le pensais. Non pas parce que j'avais pitié d'eux, mais parce que la destruction de leur vie me semblait plus creuse que satisfaisante. Il y a plus, dit Rohan. Ils se disputent constamment.
Les voisins ont appelé la police 2 fois pour des troubles domestiques. Lucille a essayé de le quitter le mois dernier, mais elle n'a nulle part où aller. Sa famille ne veut pas la reprendre, et elle a brûlé tous ses autres ponts quand cette affaire a éclaté. Le tableau que Juan peignait était celui de 2 personnes piégées dans une prison de leur propre fabrication, leur trahison ayant empoisonné non seulement leurs victimes, mais aussi eux-mêmes. Pourquoi me dites-vous cela? Demandai-je. Juan resta silencieux un moment. Parce que je veux que vous sachiez que justice a été rendue, même si elle ne vient d'aucun tribunal. Ils ont choisi de construire leur bonheur sur la destruction du vôtre. Et il s'avère que ce n'est pas une fondation très stable. Après avoir raccroché, je restai assise dans mon appartement pendant un long moment, traitant ce que j'avais appris. Une partie de moi se sentait vengée. Ils obtenaient exactement ce qu'ils méritaient. Mais une plus grande partie se sentait vide, comme si leur souffrance diminuait en quelque sorte ma propre guérison plutôt que de la valider. Je réalisais alors que la véritable guérison signifiait abandonner le besoin que leur punition définisse ma paix. Leurs conséquences étaient à eux, tout comme ma guérison était à moi. 1 an plus tard, j'ai rencontré David. Il n'était en rien comme Adrien. Là où Adrien avait été suave et charmant, David était authentique et stable. Là où Adrien s'était concentré sur ce que je pouvais lui donner, David s'intéressait à qui j'étais en tant que personne. Il a connu mon histoire depuis le début, a su la trahison et les problèmes de confiance qu'elle avait créés, et il a été patient avec ma guérison d'une manière qui a progressivement reconstruit ma foi en la possibilité d'un amour honnête. Notre relation s'est développée lentement, prudemment, avec une transparence qui aurait été impossible avant mon expérience avec Adrien. La patience et la constance de David m'ont progressivement convaincu que tous les hommes n'étaient pas des prédateurs. Tout charme n'était pas manipulation, et tout amour n'était pas conditionnel. 2 ans après mon premier mariage désastreux, David m'a demandé en mariage sur la plage où Adrien avait autrefois fait des promesses qu'il n'avait jamais eu l'intention de tenir. Mais là où la demande d'Adrien avait été une performance conçue pour manipuler mes émotions, celle de David était simple, honnête et entièrement axée sur notre connexion authentique. J'ai dit oui. Notre mariage fut petit, intime, en présence uniquement de personnes qui nous aimaient et nous soutenaient vraiment. Diane était là, étant devenue une amie et un mentor inattendu au lendemain de la trahison d'Adrien. Mes parents, qui avaient eu du mal à faire confiance à leur jugement après avoir été si complètement dupés par Adrien, apprirent lentement à aimer David pour son caractère authentique. C'est pendant la réception de ce 2e mariage, alors que je dansais avec mon nouveau mari, entouré de personnes qui se souciaient réellement de mon bonheur, que j'ai vu une silhouette familière se tenant au bord du jardin. Il avait l'air terrible, maigre, mal rasé, ses vêtements froissés et tachés. Il se tenait derrière la clôture du jardin comme un fantôme de mon passé, les yeux fixés sur moi avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. « Excuse-moi » murmurai-je à David, l'embrassant sur la joue. « Je reviens tout de suite. » David suivit mon regard et vit Adrien immédiatement. Sa mâchoire se serra, mais il hocha simplement la tête. « Tu veux que je vienne avec toi? » « Non, dis-je, me surprenant par mon calme. Je dois gérer ça moi-même. Je traversai le jardin en direction d'Adrien, consciente que plusieurs invités avaient remarqué sa présence et observaient nerveusement. Quand j'atteignis la clôture, je m'arrêtai juste hors de portée et attendis qu'il parle. Il avait l'air encore pire de près. Ses yeux étaient injectés de sang, sa peau avait un teint grisâtre, et il sentait comme s'il ne s'était pas lavé depuis des jours. « Sophia, dit-il, et sa voix était rauque, brisée. Adrien. Je gardai un ton neutre, professionnel. Tu es belle, heureuse. Merci. Nous restâmes en silence un moment, les sons de ma réception de mariage continuant derrière moi. Des rires, de la musique, le tintement des verres levés en une célébration sincère. Je suis venu m'excuser, dit-il finalement. Vraiment? Je sais que ça n'a plus d'importance maintenant. Je sais qu'il est trop tard, mais j'avais besoin que tu saches que je suis désolé pour tout. J'étudiais son visage, cherchant la manipulation, le calcul qui avait toujours été là auparavant. Mais tout ce que je voyais maintenant, c'était un désespoir brisé. Qu'est-il arrivé à Lucille? Demandai-je. Le visage d'Adrien se crispa. Elle m'a quitté il y a 6 mois. Elle a dit qu'elle ne supportait plus de me voir. Qu'elle ne supportait plus ce que nous étions devenus. Et maintenant tu es seul. Complètement. Il rit, mais cela ressemblait plus à un sanglot. Pas d'argent, pas de travail, pas de famille, pas d'amis.
Tous ceux que j'ai jamais aimés ne me parlent plus. Conséquence, dis-je simplement. Je sais. Je sais que c'est ce que je mérite. Mais Sophia, j'ai besoin que tu saches. Ce que je ressentais pour toi, c'était réel. Peut-être que ça a commencé comme faisant partie du plan, mais quelque part en chemin, c'est devenu réel. Je regardais cet homme brisé qui avait été autrefois mon monde entier et je ne ressentis rien. Pas de colère, pas de tristesse, pas de vengeance. Juste un immense vide paisible là où toute cette douleur avait vécu. Ça n'a pas d'importance, dis-je doucement. Quoi? Que ce soit réel ou non. Ça n'a plus d'importance. Le visage d'Adrien passa par plusieurs expressions. Confusion, espoir, désespoir. Je te pardonne, continuai-je, et je réalisais en disant ces mots qu'ils étaient vrais. Pas pour toi, mais pour moi. Je te pardonne parce que porter de la colère empoisonnait ma capacité à être heureuse. Est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire, sauf que je suis en paix avec ce qui s'est passé. Ça veut dire que j'espère que tu trouveras un moyen de te construire une vie meilleure, mais ça ne veut pas dire que je te veux dans la mienne. Adrien me regarda longuement, et je pouvais le voir traiter la finalité de mes paroles. Tu es vraiment heureuse, dit-il, et il y avait de l'émerveillement dans sa voix, comme s'il était surpris qu'une telle chose soit possible après ce qu'il m'avait fait. Oui, je le suis. Avec lui? Avec moi-même, corrigeai-je. David est merveilleux, mais mon bonheur ne dépend pas de lui comme il dépendait autrefois de toi. J'ai appris à être entière par moi-même. Cela sembla frapper Adrien plus fort que tout ce que j'avais dit. Son visage se décomposa, et pendant un instant, je crus qu'il allait pleurer. J'ai tout détruit, murmura-t-il. Tu as détruit ce que nous avions, acquiesçai-je. Mais tu ne m'as pas détruite. Tu ne le pouvais pas. Je fis un pas en arrière de la clôture, me préparant à retourner à ma vraie vie, à mon vrai mariage, à mon vrai bonheur. Au revoir, Adrien. Sophia, attends. Je me retournai, et à ce moment-là, je le vis clairement pour peut-être la première fois. Pas comme l'homme charmant qui m'avait fait tourner la tête, pas comme le méchant qui m'avait trahi, mais comme un être humain profondément imparfait qui avait fait des choix terribles et qui vivait avec les conséquences. Je ne peux pas te donner ce que tu cherches, dis-je doucement. Je ne peux pas t'absoudre, ni effacer ta culpabilité, ni améliorer ta vie. Tu dois le faire toi-même. Je ne sais pas comment. De la même manière que moi. Un jour à la fois, avec de l'aide, avec de l'honnêteté, avec la décision d'être meilleur que tu ne l'étais. Je commençais à m'éloigner de nouveau, puis je m'arrêtai. Adrien. Oui. Ne viens plus à mon mariage. Ne viens plus chez moi. Ne contacte ni moi, ni David, ni personne de ma famille. Si tu veux t'excuser, fais-le en vivant une vie qui en vaille la peine. Fais-le en t'assurant de ne plus jamais blesser personne comme tu m'as blessé. Et si je le fais? Si je deviens meilleur. Je le regardai une dernière fois. Cet homme qui m'avait appris que j'étais plus forte que je ne le savais, plus résiliente que je ne l'avais imaginé, plus capable d'amour que je n'avais osé l'espérer. Alors peut-être qu'un jour tu te pardonneras, dis-je. Mais c'est entre toi et toi. Ça n'a rien à voir avec moi. Je retournai à ma réception de mariage, à David, à la vie que j'avais construite sur les cendres de mes rêves. Je ne regardais pas en arrière pour voir si Adrien était toujours debout à la clôture, parce que ça n'avait pas d'importance. Son histoire était maintenant à lui de l'écrire, tout comme la mienne était la mienne. David me rejoignit à mi-chemin du jardin, ses yeux scrutant mon visage à la recherche de signes de détresse. « Ça va ? » « Je suis parfaite, dis-je, et je le pensais complètement. » Il me prit dans ses bras et nous dansâmes sous les étoiles pendant que nos amis et notre famille célébraient autour de nous. Le passé était le passé. L'avenir s'étendait, lumineux et illimité, devant nous. Et à ce moment-là, j'étais exactement là où je devais être. Adrien ne me contacta plus jamais. Des années plus tard, Diane mentionna en passant qu'elle avait entendu dire qu'il travaillait comme conseiller dans un centre de désintoxication, aidant d'autres personnes à reconstruire leur vie après avoir touché le fond. Que ce soit vrai ou non, qu'il ait trouvé la rédemption ou qu'il soit encore perdu dans les conséquences de ses choix, je ne l'ai jamais su. Et j'ai réalisé avec une profonde satisfaction que je n'avais pas besoin de le savoir. Certaines histoires se terminent par une vengeance. D'autres par la justice. Mais les meilleures, ai-je appris, se terminent par la paix. La mienne s'est terminée par l'amour.
Un amour vrai, un amour honnête. Le genre d'amour qui construit plutôt que de détruire, qui guérit plutôt que de blesser, qui vous voit clairement et vous choisit quand même. Elle s'est terminée avec moi, debout dans ma propre force, entouré de personnes qui valorisaient mon bonheur plus que mon compte en banque, marié à un homme qui voyait mes cicatrices comme une preuve de ma résilience plutôt que comme une preuve de ma bêtise. Elle s'est terminée avec la certitude que la trahison ne m'avait pas brisé. Elle avait révélé à quel point j'étais réellement incassable.